voilà, vous êtes servi. Vous avez Thierry Messant, justement, du réseau fondateur et dirigeant du réseau Voltaire. Bonjour, mon cher Thierry, et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Dans un nouveau cadre magnifique qui est derrière vous. C'est pas encore organisé, mais c'est déjà très bien. Thierry, vous voulez qu'on aborde aujourd'hui les sujets en particulier liés à Israël, liés à Netanyahou, liés au Proche-Orient, et ce que sur votre justement site Réseau Voltaire, vous appelez ce tournant, ce virage du conservateur Netanyahou vers des formes fascistoïdes, voire nazies, avec évidemment le génocide de Gaza et l'actualité justement du Proche-Orient aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, sachant que voilà, on a pu constater ces derniers temps, même si c'est surtout à usage de la population israélienne, que Netanyahou semble avoir basculé vers l'idée définitive d'un grand Israël. Il parle même d'une nation Sparte, je crois, Thierry Messant. Oui, alors il y a une évolution dans la rhétorique de Benjamin Netanyahou. Il emploie désormais des expressions qui sont caractéristiques des mouvements fascistes et des mouvements nazis. Donc, il faut bien comprendre, hein, pendant très longtemps, Benjamin Netanyahou, c'était un homme politique qui s'adaptait à toutes les circonstances, qui changeait d'avis comme de chemise. C'était un opportuniste. Et là, depuis qu'il a fait son coup d'État judiciaire, depuis 2 ans, il a commencé à avoir une évolution que moi j'avais annoncée, hein, cette évolution, quand il a fait ce coup d'État. Pour moi, c'était très clair qu'il allait là. J'ai publié un article où j'ai expliqué que la coalition qu'il avait formée était organisée depuis les États-Unis par Elliott Abrams, un personnage très particulier dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire d'Israël. Et donc, pour moi, cette évolution était prévisible et cette évolution doit être bien comprise. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le gouvernement de Netanyahou a conduit son armée à commettre le génocide auquel nous assistons à Gaza. Vous sentez tous que il y a un fossé entre la présentation des événements par Netanyahou en disant « je lutte contre le Hamas » et la réalité de ce qu'il fait, où il assassine des centaines de milliers de personnes en Palestine et où il a recours à des armes particulières comme la famine, qui est quelque chose d'absolument horrible. Voilà, ce n'est pas simplement des bombardements qu'il fait avec de l'intelligence artificielle, c'est aussi maintenant la famine. Donc tout ça, je l'ai annoncé progressivement. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a un peu plus d'1 mois, c'était fin août, il a expliqué que il avait une mission spirituelle et historique de réaliser le grand Israël. Alors, voilà. Il n'a pas défini le grand Israël, mais jamais, jamais personne n'a dit en Israël qu'il allait réaliser le grand Israël. Ou alors, ce sont des marginaux, comme son actuel ministre de la Sécurité intérieure et son ministre des Finances. Mais ça, c'est des groupuscules marginaux. Bon. Qu'un homme politique ayant une surface tout à fait hors du commun se prononce comme ça a un sens. Parce que le grand Israël, ça n'est pas le sionisme, pas du tout. Il ne s'agit pas d'assurer les frontières d'Israël, pas du tout. Il s'agit d'étendre Israël à
tous les territoires du Nil à l'Euphrate. Alors, c'est ce qui est symbolisé par le drapeau israélien. Vous savez, vous avez l'étoile de David avec deux bandes bleues. Alors, on vous explique que le drapeau israélien, c'est la reproduction du châle de prière de la tradition juive. Oui, mais ce châle de prière représente bien le Nil à l'Euphrate. Et il ne s'agissait pas, dans les premiers temps du judaïsme, d'étendre le territoire, mais de dire qu'il y avait des Juifs dans toute cette région. C'est pas du tout pareil. Bien sûr. Lui, quand il dit « je vais réaliser le grand Israël », ça veut dire « je vais conquérir la moitié de l'Égypte, la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite, la totalité du Liban, la majorité de la Syrie et une partie de l'Irak ». Donc, quand il a fait cette déclaration, que normalement tous les médias occidentaux auraient dû reprendre et commenter, il n'y a eu de réaction que dans les pays arabes, où tous les pays concernés ont chacun exprimé leur horreur devant cette chose-là. Si vous étiez français et que vous disiez que vous alliez reconquérir l'empire de Napoléon, je ne sais pas ce qui se passerait en Europe, mais ça serait un cataclysme. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et après ça, il y a 2 ou 3 semaines, il a fait un discours sur l'évolution de l'économie israélienne. Là, il a dit, alors c'était devant l'équivalent de la Chambre de commerce, hein, bon. Il a expliqué, nous sommes aujourd'hui très, effectivement, hein, à cause de cette politique d'expansionnisme, hein, nous sommes très mal vus dans le monde et donc nous allons devoir vivre en autarcie. Et notre modèle, ça va être Sparte et nous allons devenir une super Sparte. Alors là, vous devez entendre quand même, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun homme politique d'envergure, dans aucune démocratie au monde, n'a évoqué l'exemple de Sparte. Tout le monde, au contraire, se réclame d'Athènes. Alors, ce sont des symboles. Je ne parle pas d'Athènes et de Sparte dans la réalité, mais dire que l'on se réclame de Sparte, ça veut dire que l'on se réclame d'un régime militaire. Dire que l'on se réclame d'Athènes, c'est que l'on se réclame d'une démocratie. Je sais bien que la démocratie athénienne était loin d'être parfaite et que le régime spartiate n'était pas l'horreur que l'on décrit aujourd'hui, mais c'est en termes de symboles que ces choses-là sont importantes. Donc quand il dit « nous allons devenir une super Sparte », cela signifie que la totalité des pouvoirs vont être remises à des militaires. Donc, si j'étais israélien, je serais horrifié. Et si vous êtes étranger à Israël, vous devriez être horrifié quand il dit ça. Et comme ça ne suffit pas, il est allé aux Nations Unies, où en fait il a dit je vais continuer comme je le fais. Il a fait preuve d'un entêtement invraisemblable quand il était aux Nations Unies. Et il a même présenté une carte de ce qu'allait devenir en fait le Grand Israël. Donc lui, il a eu le culot de dire que l'ennemi c'était l'Iran, mais son accusation de l'Iran ne tient pas la route, puisque l'Iran a riposté quand il l'a agressé. C'est lui qui a attaqué l'Iran, c'est pas l'inverse. Hein. Donc l'Iran a riposté, et l'Iran a riposté de manière très douce, puisqu'ils ont ciblé certains objectifs militaires, et c'est vrai aussi, certains objectifs civils.
mais ils n'ont pas tout détruit alors qu'ils auraient pu le faire. Ils ont montré en tout cas qu'ils avaient la capacité de le faire au moment où ils l'ont fait. Donc, tout à fait. nous sommes en face d'un personnage qui a révélé ce à quoi il a toujours aspiré, en fait, puisque maintenant nous retrouvons dans son passé toutes sortes de moments où il a lancé des petits signaux qui allaient dans cette direction, notamment la première fois qu'il est devenu premier ministre, vous savez, il avait fait construire des tunnels sous la mosquée Al-Aqsa, et c'est clair, il se préparait à la détruire. Donc, c'est une évolution qui doit être comprise par tout le monde, qu'il soit ami ou pas d'Israël. Le gouvernement israélien actuel est en train de transformer radicalement ce pays pour en faire un pays fasciste, clairement fasciste. Et vous devez vous souvenir que Benjamin Netanyahou est le fils de Benson Netanyahou, le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, lui-même étant un allié de Benito Mussolini. Il a créé le Bétar à Rome sous les auspices de Benito Mussolini. Et quand Jabotinsky est mort, Ben Gourion, qui était le Premier ministre en Israël, a refusé que l'on amène la dépouille de Jabotinsky en Israël. Il a refusé qu'elle vienne en Israël et il a dit Jabotinsky était un fasciste et peut-être un nazi. Peut-être un nazi. Donc, pour ceux d'entre nous qui sont juifs, il faut comprendre l'histoire. Il faut arrêter de diviser le monde entre des bons et des méchants et croire qu'il n'y a que les peuples non juifs qui ont été contaminés par le nazisme. Nous, en France, nous avons eu le maréchal Pétain et nous avons eu la Légion des volontaires français. Nous avons eu des SS français. Bon. Donc, nous devons admettre que en France, il y a eu des nazis. Oui. Des Français nazis qui ont été commettre des crimes horribles et qui ont arrêté des Français, dont des Juifs. Il y a eu une forme de guerre civile en France. Il y avait des gens qui luttaient contre la nation française. Évidemment. Eh bien, la même chose a existé dans tous les États développés, dans tous, sans exception, et y compris dans la diaspora juive. Et ça, quand on est juif, on a du mal à l'accepter, bien sûr. On a en tête les héros juifs du ghetto de Varsovie ou des gens comme ça, mais il y a des exemples très concrets de personnalités juives qui ont adhéré au nazisme, et Adolf Hitler a décerné le titre d'Arien d'honneur à certaines personnalités juives. Voilà. Et vous devez savoir qu'il y a eu un énorme scandale en Israël, peu de temps après la guerre, où un haut fonctionnaire israélien, qui était un Hongrois, a été arrêté, et on a expliqué que cet homme était un des disciples de Jabotinsky, et donc il avait, pendant toute la guerre, négocié avec les nazis, et qu'il avait participé
à l'extermination de 450 000 juifs hongrois en échange de l'aide apportée par les nazis à un peu plus de 1000, peut-être 1500 sionistes révisionnistes. Et il acceptait de tuer 450 000 juifs contre 1500 juifs révisionnistes. C'est ça. Donc ça a été un scandale terrible en Israël. Il était jugé, il a été tué pendant son procès en fait. Et il y a quelques mois, peut-être un an, il y a un livre qui est paru en Israël où on a expliqué, car c'est un livre historique très très précis, où on a expliqué que cet assassinat avait probablement été commandité par Ben Gourion lui-même et réalisé par le Mossad. Alors, l'hypothèse de l'auteur, c'est publié en Israël, en hébreu, mais ça n'est pas disponible dans les langues occidentales. Donc, l'auteur a expliqué que, en fait, Ben Gourion était au courant, pendant la guerre, des négociations menées par Kastner, par cet homme, avec les nazis. Des négociations qui se sont poursuivies toute la guerre jusqu'à la chute du nazisme. Jusqu'à la chute du nazisme. Et ces négociations ont par la suite, peu de temps après, été confirmées par Eichmann, le responsable de la déportation de la totalité des Juifs qui l'ont été vers les camps de concentration. Donc Eichmann a été jugé en Israël, il avait été enlevé en Argentine, il a été jugé en Israël. Exact. Et il a expliqué dans son procès que lui-même était membre d'une organisation sioniste révisionniste et qu'il avait négocié toute la guerre avec Kastner. Il a confirmé qu'il avait, avec Kastner, décidé d'exterminer 450 000 juifs hongrois et, au contraire, d'en transférer 1500, un peu moins même, 1500 vers la Palestine et de créer l'État palestinien, l'État israélien en Palestine. Donc ça, il faut ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est un retour de l'histoire. Or, nous avons précédemment vu le même retour de l'histoire en Ukraine. Oui. Les hommes de Jabotinsky sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, pour moi, c'est vraiment la chose où tout le monde doit ouvrir les yeux. Et nous avons des ennemis au pouvoir en Ukraine et en Israël. Et ça ne veut pas dire être ni contre l'Ukraine ni contre Israël. Bien ça sûr. veut dire être contre ces gens-là. Bien, Thierry Messant. Donc, c'est très important, en effet, de développer ces aspects d'un basculement, en tout cas au sein du pouvoir israélien et des liens qu'on peut faire avec aussi la clique qui dirige l'Ukraine aujourd'hui. Bien, peut-être aller maintenant vers un autre sujet qui reste dans la même logique, c'est-à-dire que lundi, eh bien, Donald Trump a reçu Benjamin Netanyahou. Et puis, il y a ce qui s'est dit avec une conférence de presse, et puis ce qui a été négocié, semble-t-il, en coulisses. Or, je crois que vous avez, sur ce sujet, Thierry Messant, un certain nombre d'exclusivités.
en tout cas de choses qui ne sont pas très connues ou très mal connues chez nous et qui éclairent justement aujourd'hui les relations entre autres entre Israël et les États-Unis. D'abord, la discussion avec Trump a été précédée par une autre discussion avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, et Jared Kushner, son gendre, qui lui est un juif orthodoxe. Et Netanyahou a obtenu différentes choses de ses premiers interlocuteurs. Et ces premiers interlocuteurs ont modifié le texte que Trump avait présenté au chef d'État arabe qu'il avait reçu en marge des Nations Unies. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi personne n'a fait ça, mais moi je me suis fourni le texte tel qu'il avait été remis au chef d'État arabe et le texte tel qu'il est devenu après la négociation avec Netanyahou, et j'ai comparé les deux textes. Mmh. Donc pourquoi personne n'a fait ce travail qui est pourtant essentiel si on veut comprendre l'influence réelle de Netanyahou? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, Netanyahou a réussi à faire enlever toutes les contraintes de temps qui étaient imposées dans le premier texte. Donc, il n'a pas enlevé les engagements qu'il prend, mais il n'y a plus de contraintes de temps, donc il s'est engagé à quelque chose, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans un siècle peut-être. Donc, on voit que c'est une déformation du texte qui pourrait éventuellement, par la suite, s'avérer extrêmement préjudiciable à l'esprit même de ce texte. Mmh. Bon, alors, ensuite, on doit comprendre que Witkoff a accepté plein de choses, mais Trump a mis un holà et il n'y a pas eu d'autres concessions dans l'entretien avec Trump. Et au contraire, Trump a dit, et nous allons tout de suite montrer votre bonne foi en faisant ce qu'on peut faire à la minute. Et ce que vous pouvez faire à la minute, c'est vous réconcilier avec le Qatar que vous avez bombardé. Voilà. Voilà. Et donc, il avait un téléphone, il dit, voilà, je téléphone à l'émir du Qatar, bonjour votre Altesse, je suis avec monsieur Netanyahou et il va vous présenter ses excuses. Alors, Netanyahou a commencé à avaler sa salive et puis il a présenté ses excuses. En disant que plus jamais il ne rebombarderait, justement. Voilà. Et dans la minute, Trump a signé un décret, un executive order, un décret présidentiel pour dire que s'il y avait une attaque, on ne sait pas de qui, une attaque contre le Qatar, les États-Unis considéraient ça désormais comme une attaque contre les États-Unis. Et c'est un engagement plus fort que celui de l'OTAN. Hein. Parce que celui de l'OTAN, c'est peut-être, là, c'est obligatoire. Si vous attaquez le Qatar, ça sera considéré comme une attaque des États-Unis. Donc, il est bien clair que Netanyahou est... comment dire Donald Trump le laisse faire, mais Donald Trump a posé des limites. Alors, la vraie limite, c'est que Trump a dit et redit
qu'il restait sur la position traditionnelle des États-Unis et qu'il n'accepterait pas une annexion des territoires palestiniens. Donc, il n'accepterait pas le tout début du Grand Israël. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas, puisque l'accord qui a été signé prévoit de créer une force internationale de stabilisation avec des États musulmans, probablement avec le Pakistan. Et cette force devra tenir à distance l'armée israélienne. C'est quand même quelque chose de complexe. Et je dis ça, il faut regarder vraiment si les Palestiniens en font partie, parce que s'il y a une force de stabilisation internationale, il faut que chacune des nations qui y participent soit réellement neutre dans ce conflit. Or, l'armée pakistanaise, en 1971, a joué le rôle central, on ne le dit jamais assez, hein, le rôle central, c'est elle qui avait l'initiative dans la répression de Septembre Noir. Donc, vous vous souvenez que les fédéines palestiniens de Yasser Arafat, c'est-à-dire de l'OLP et du FPLP, en fait du Fatah et du FPLP, avaient migré en grand nombre en Jordanie, qu'ils étaient devenus la population majoritaire en Jordanie, et qu'ils ont commencé à dire que le gouvernement jordanien était profondément réactionnaire, et ils ont laissé entendre qu'ils allaient prendre le pouvoir. Et la Jordanie a fait appel au Pakistan, et le chef des armées à l'époque au Pakistan, c'était un frère musulman, qui est devenu par la suite président du Pakistan, qui a fait toutes les affaires avec Ben Laden en Afghanistan. C'est lui qui a fait ça. Donc, les Pakistanais, frères musulmans, sont venus perpétrer le massacre de Septembre Noir. Donc, ce massacre, alors c'est une quinzaine d'années avant la création du Hamas. Mais c'est bien clair, ce massacre, ce sont déjà les frères musulmans contre le Fatah. C'est déjà la même chose, c'est ce qui a fait après, vous savez, la guerre civile dans les années, les années 90, la guerre civile en Palestine, la division entre Gaza et la Cisjordanie, tout ça, ça trouve sa racine dans Septembre Noir. Donc, et je vais être très clair là-dessus. Moi, j'ai des amis, beaucoup d'amis, qui sont du côté du Fatah et du FPLP, et des adversaires qui sont du côté des frères musulmans. Voilà. Et je pense qu'il y a une division idéologique que l'on ne comprend pas en Occident. C'est vraiment deux manières d'aborder le monde, puisque le Fatah et le FPLP, c'était des organisations laïques qui étaient, c'était des gens qui étaient favorables favorables aux femmes, par exemple, qui donnaient un pouvoir aux femmes.
ce sont des gens qui acceptaient l'homosexualité. Ce sont des gens qui voulaient l'indépendance des territoires palestiniens dans la reconnaissance de l'égalité de tous, qu'ils soient juifs ou arabes. Chacun devait être égal. Tandis que les frères musulmans, ce sont des gens qui n'ont jamais été favorables à l'indépendance de la Palestine, ni à l'indépendance des territoires palestiniens. Je fais la différence, l'indépendance de la Palestine mandataire et l'indépendance des territoires palestiniens dans la Palestine mandataire. C'est deux choses différentes. Donc, ils n'ont jamais été favorables à ça, mais ils sont favorables à un califat, à un État musulman le plus étendu possible dans tous les pays qui sont musulmans. Voilà, ça c'est l'objectif des frères musulmans. Et ils veulent imposer leur conception de la charia. Alors, ça n'est pas la conception de la charia, parce que chacun a sa propre conception de la charia, mais eux, ils ont la leur, celle où les femmes doivent être voilées, etc. Parce que je vous rappelle que les femmes n'étaient pas voilées en islam jusqu'au calife de Bagdad. Donc, Mahomet n'a jamais eu de femmes voilées. Voilà. Donc, eux, ils veulent des femmes voilées, ils veulent toutes sortes de... Ils veulent que l'on mange uniquement halal, etc., et qu'on ne consomme pas d'alcool et tout, alors que traditionnellement, les musulmans consommaient de l'alcool avant les frères musulmans. Voilà. Et dans les pays où les frères musulmans sont interdits, on consomme de l'alcool. Dans les pays où ils sont autorisés, on n'est pas autorisé à avoir de l'alcool. Voilà. Donc, vous devez admettre que c'est deux mondes complètement différents qui se livrent une bataille terrible depuis les années 70. Et moi, j'ai été témoin du fait que pendant la guerre en Syrie, le Hamas, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, c'est comme ça que ça s'appelait pendant très longtemps. Maintenant, ils ne le mettent plus sur un papier en tête, mais pendant longtemps, c'était la branche palestinienne des frères musulmans. Le Hamas est venu avec le Mossad en Syrie pour assassiner des dirigeants du FPLP à Yarmouk. Donc c'était une bataille terrible à Yarmouk et ils ont tué des dirigeants du FPLP, dont des amis personnels. Voilà, donc pour moi, le Hamas, ce sont des ennemis. Ouais. Mais autant le Hamas historique, ce sont des ennemis, autant je reconnais que dans le Hamas actuel, il y a une branche qui s'est constituée à partir de 2017. Il y a une branche qui s'est rattachée à la résistance palestinienne et qui a mené des actions au nom de la résistance palestinienne et non pas dans l'esprit des frères musulmans. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus, sur les documents du Hamas, il n'y a plus la mention que c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Bien, Thierry Messant, peut-être aussi parler, toujours en restant dans cette logique, Proche-Orient, États-Unis, Netanyahou, Trump, le financement, parce qu'on apprend dernièrement par un sondage que aujourd'hui l'opinion publique américaine s'est en partie non négligeable retournée dans le conflit israélo-palestinien et soutient maintenant majoritairement les Palestiniens, en tout cas si l'on veut porter du crédit aux instituts de sondage, des instituts d'opinion.
de mesure de l'opinion. Et on sait par ailleurs, et je crois que vous souhaitez nous en parler aussi, les financements par Israël qui voient le danger justement de cette situation d'un certain nombre d'influenceurs justement aux États-Unis afin d'essayer de retourner la situation. On apprenait dernièrement d'ailleurs le rachat de TikTok États-Unis par des personnes particulièrement bien intentionnées vis-à-vis des visées de Netanyahou au Proche-Orient. Je pense que vous voulez nous parler aussi de cela ce matin dans la matinale de Géopolitique Profonde. Thierry Messin. Alors, lors de son voyage aux États-Unis, Netanyahou a fait un discours à huis clos au consulat général à New York, consulat général d'Israël à New York. Et quelques extraits vidéo ont été publiés par des gens qui étaient présents à cette réunion. Alors, cette réunion était convoquée là-bas des influenceurs pro-israéliens. Pro-israéliens, vous avez le droit d'être pro-Israël, il n'y a pas de problème. Hein. Et Netanyahou leur a dit, bon, depuis que nous menons l'opération contre le Hamas à Gaza, et je viens d'expliquer que ce n'est pas une opération contre le Hamas, c'est une opération contre la population civile palestinienne. Donc, depuis que nous menons cette opération, nous nous rendons compte que nous sommes devenus très mal perçus dans le monde entier et que les gens nous considèrent désormais comme des ennemis. Alors, nous pouvons changer ça si nous maîtrisons les réseaux sociaux, parce que nous avons un contrôle important des médias traditionnels. Vous pouvez le constater, hein, la plupart des grands journaux dans le monde et des grandes chaînes de télévision sont favorables a priori à Israël. Ou en tout cas, l'étaient jusque que cette opération à Gaza et en Cisjordanie prenne une tournure absolument folle. Maintenant, certains commencent à ouvrir les yeux, mais uniquement certains. Donc il dit, le problème, ce sont les réseaux sociaux, et ces réseaux sociaux, c'est la première source d'information de la jeune génération, des moins de 25 ans. Et d'ailleurs, vous assistez en ce moment à des manifestations au Népal, en Indonésie, à Madagascar, au Maroc, où vous avez un conflit de génération qui éclate au moment où il y a ces manifestations anti-gouvernementales. Donc, lui dit, nous devons conquérir ces réseaux sociaux et principalement TikTok et X. Alors, il dit X, ça appartient à Elon Musk qui nous est favorable. Donc, on va arriver à contrôler le contenu de X. Alors, ce sera quand même difficile, évidemment, puisque Elon Musk, a priori, est opposé à toute régulation de l'expression sur son réseau social. Mais n'ayons pas de problème, il va trouver quelque chose. Et il dit, et il y a un deuxième réseau social, c'est TikTok. Et là, c'est Larry Ellison, le deuxième homme le plus riche du monde, après Elon Musk. Même peut-être le premier, en tout cas, quant à la capitalisation de ChatGPT, voilà, oui. Plus de 500 milliards. Donc, lui, il va racheter TikTok. Alors, c'est pas entièrement conclu, mais il est sur le point de terminer la transaction. Et nous allons prendre le contrôle de ça. Et là, tout de suite, alors c'est pas dans
c'est pas dans les extraits qui ont été publiés, mais il faut savoir que Ellison a nommé comme numéro 2 de sa société euh, euh, Madame Safran, là j'oublie, une, une sioniste révisionniste, elle aussi, qui est devenue la directrice exécutive adjointe de sa société. Juste là, il l'a De la nommé. société Oracle, donc. Hein. Voilà, d'Oracle, oui, oui. Et donc, c'est elle qui va assurer la gouvernance de TikTok quand ça va bien lui appartenir. Dans les prochains jours, hein, certainement. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons assister à un basculement des réseaux sociaux. Ça fera 4. Voilà, Safra Catz, qui a Voilà, qui est devenue la numéro 2. Voilà. c'est ça. Donc, nous allons devenir dans une époque où l'espace de liberté qui existe sur X et sur TikTok va tout d'un coup se fermer. Alors, nous devons comprendre comment la propagande israélienne fonctionne. Depuis très longtemps, ça a été un besoin de l'État d'Israël d'assurer lui-même sa propagande. Et alors, bon, tous les États dans le monde ont leur propre propagande. Nous, en France, nous avons France 24, qui est un outil clair de propagande, puisque c'est un outil qui n'a aucun rapport avec les radios et télévisions de l'État, aucun rapport. C'est un outil qui dépend non pas du ministère de la Culture et donc le ministère qui s'occupe de la presse, mais du ministère des Affaires étrangères, France 24. Donc c'est clairement un outil qui sert les intentions du gouvernement, mais qui en principe ne s'adresse qu'à l'étranger. Quand il a été créé, c'était pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez le regarder en France. Donc, c'est une propagande française qui s'adresse aussi aux Français. Et bon, un peu tous les États au monde ont des systèmes équivalents. Mais l'État israélien a organisé son influence non pas à travers ses propres médias, mais dans les médias étrangers. Donc pour ça, ils ont engagé des journalistes de ces grands médias. Alors certains sont payés, d'autres pas. Hein. Certains, c'est purement bénévole. Hein. Mais ils leur ont demandé de transmettre à travers leurs propres médias les instructions du gouvernement israélien. Mmh. Et vous voyez que ça marche très bien, puisque pendant très longtemps, tous les grands médias étaient clairement pro-israéliens. Bon, alors, l'organe qui est chargé de coordonner ça à l'étranger et qui dépend du ministère israélien des Affaires étrangères, c'est une association aux États-Unis qui est dirigée par un très haut fonctionnaire israélien et un ancien ministre israélien, Nathan Sharansky. Alors, Nathan Sharansky, c'est un Ukrainien, un sioniste révisionniste symbolique, vraiment. C'est un des héritiers directs de Jabotinsky, qui a, en Ukraine d'abord, défendu les idées de Jabotinsky. Dans l'Union soviétique, il a combattu le système soviétique au nom, non pas de la liberté générale, mais au nom des idéaux de Jabotinsky, des idéaux
anti-russe de Jabotinsky. Il n'était pas pour la liberté, il était contre la Russie. C'est différent. La Russie, pas l'Union soviétique, il était contre la Russie. Et donc, Nathan Sharansky a travaillé avec les disciples de Jabotinsky à l'étranger, et notamment aux États-Unis, où il a travaillé tout de suite avec Elliott Abrams, l'homme qui aujourd'hui a mis Netanyahou et sa nouvelle coalition au pouvoir. Directement avec Elliott Abrams, il a travaillé. Et avec Elliott Abrams, il a obtenu la fameuse loi aux États-Unis qui a permis l'émigration des Juifs soviétiques vers Israël. Et lui-même a émigré vers Israël. En fait, il a émigré d'abord vers les États-Unis, où il est devenu un proche du président Reagan. Il a même reçu la médaille du Congrès aux États-Unis. Et après ça, avec Ariel Sharon, il est devenu ministre en Israël. Donc cet homme, aujourd'hui, va prendre le contrôle des réseaux sociaux. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça. Qui a coordonné ça. Histoire justement d'influer sur cette nouvelle génération, sur cette jeune génération américaine qui avait cette fâcheuse tendance, évidemment, pour un Israélien sioniste révisionniste, de prendre petit à petit fait et cause pour les Palestiniens, ce qui faisait tâche aux États-Unis. C'est très important de comprendre que cet homme a un contrôle qui évolue, hein, mais a eu à un moment un contrôle très important dans la vie politique aux États-Unis, puisque c'est lui qui, en fait, était le vrai chef que l'on ne voyait pas de l'AIPAC. Okay, l'AIPAC, c'est officiellement le lobby pro-israélien, non pas le lobby favorable à la diaspora juive, mais le lobby pro-israélien aux États-Unis. Alors l'AIPAC, aujourd'hui, perd de son influence aux États-Unis, mais Sharansky, par exemple, a lancé l'année dernière la grande opération que vous avez vue au Congrès, où il y a eu les différents recteurs des grandes universités américaines qui ont été convoqués devant le Congrès, qui ont dû expliquer ce qu'ils faisaient pour protéger les étudiants juifs face aux excès des étudiants pro-arabes ou pro-palestiniens. Il y avait de véritables problèmes à certains endroits, mais Sharansky a organisé une chasse aux sorcières où il a réussi d'ailleurs à faire tomber plusieurs recteurs ou rectrices d'universités qui n'avaient pas correctement évalué ce problème. Alors, aux États-Unis, il faut comprendre, Sharansky a joué sur le fait qu'aux États-Unis, vous aviez le mouvement woke qui est favorable aux Palestiniens, et donc il disait vous êtes contre les woke et donc vous devez être pour Israël. Donc cette manière de faire cherche toujours à s'appuyer sur un point où vous êtes d'accord pour vous faire accepter quelque chose d'énorme à côté. Bien, écoutez, il reste quelques minutes avant de recevoir avec Raphaël Beslu le dernier invité dans cette matinale de géopolitique profonde. 7 minutes maximum, Thierry Messant. J'aimerais quand même vous poser, pour conclure, une question sur, puisqu'on était sur les États-Unis, mais j'aimerais revenir sur l'Ukraine, la Russie, l'Europe, non pas le côté artificiel du conflit en cours,
mais sur ce qui semble être, et vous avez dans votre lettre, on rappelle cette lettre confidentielle qui est la vôtre, il faut s'y abonner évidemment, et qui permet justement d'avoir une information de grande qualité sur l'ensemble d'ailleurs des continents et sur sa géopolitique. Vous notez vous-même ce qui semble être, de la part de Donald Trump, de la Maison-Blanche, un basculement ou une modification de son appréhension du conflit en Ukraine, avec de la part de Trump, que ce soit le fait de donner des coordonnées tactiques et stratégiques pour frapper dans la profondeur russe, que ce soit les missiles Tomahawk aussi de longue portée. Est-ce que Trump est en train de faire de la guerre en Ukraine sa guerre et virer, si j'ose dire, bien sa cutie dans ce conflit et se rapprocher de l'Ukraine, comme en tout cas certains Européens le prétendent? Alors, on peut le penser, mais en réalité, tout ça, pour le moment, ce sont des mots, et il n'y a pas les actes qui permettent de dire il y a eu ce basculement. Donc, Donald Trump a laissé entendre qu'il allait donner des missiles Tomahawk aux Ukrainiens pour atteindre la Russie en profondeur. C'est une demande qui a été faite par Zelensky, le président non élu d'Ukraine, lorsqu'il est allé à la Maison-Blanche. Donc, il a demandé ces missiles de manière à pouvoir atteindre Moscou. Et ce sont des missiles de précision. Il pourrait tirer ces missiles directement sur le Kremlin. De la même manière qu'on avait utilisé ces missiles Tomahawk pendant la guerre du Golfe pour détruire tous les lieux du gouvernement de Saddam Hussein. Alors, c'était pas Saddam Hussein qui gouvernait à l'époque, il était président d'une république qui était l'Irak. Donc, on a dit Saddam Hussein, mais c'était l'Irak que l'on a détruit. Tout à fait. C'était l'Irak avec son peuple que l'on a massacré. Voilà. Et au passage, on a tué Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui, je le répète, était un despote oriental et certainement pas un personnage génocidaire comme on l'a expliqué ici. Bon, toujours est-il que les États-Unis laissent entendre que ils vont renverser les choses dans le conflit en Ukraine, mais la seule chose qu'ils ont posée, c'est que toutes les armes qui iront en Ukraine devront être payées par les Européens. Oui. Et il n'y aura aucune arme payée par les États-Unis qui ira en Ukraine. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, pour le moment, vous ne voyez pas de changement d'attitude des États-Unis. Vous voyez un changement dans le niveau des armes qui pourraient être vendues. Mais rendez-vous compte que il n'y a aucun intérêt pour les Européens d'acheter des missiles Tomahawk alors qu'il existe des missiles équivalents en Europe. Les missiles Taurus de l'Allemagne. Et les Allemands refusent de vendre ces missiles Taurus ou de donner des missiles Taurus aux Ukrainiens. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est que Donald Trump pousse le bouchon pour que les Européens disent c'est nous qui allons faire la guerre à l'Ukraine. Et il est possible que les Européens fassent la guerre à la Russie en Ukraine. Donc ça, on doit le voir dans ses conséquences. Vous avez
le gouvernement français a envoyé à tous les directeurs d'hôpitaux en France une lettre en leur disant qu'à partir du mois de mars, ça vient vite le mois de mars, ils devaient se préparer à l'afflux de 10 000 à 50 000 soldats français blessés en 10 jours ou en plusieurs mois, mais peut-être en 10 jours. 10 000 à 50 000 soldats français blessés. Vous avez 200 000 soldats en France. Hein. Donc, on vous dit, il pourrait y avoir 5 à 25% des soldats français qui seraient gravement blessés. Ça en 10 jours. C'est un avis du gouvernement français à tous les directeurs d'hôpitaux. Et dans le même temps, le gouvernement allemand a averti son système de santé de se préparer à l'afflux de 1000 soldats allemands blessés tous les jours lors du déclenchement de ce conflit. Donc tout le monde donne les mêmes dates, ça devrait avoir lieu au mois de mars. En tout cas, les services de santé doivent se préparer à cet affrontement au mois de mars. Voilà, ça c'est pour le moins peu réjouissant. Oui, eh ben écoutez, merci Thierry Messant de cette participation. Il est le fait que ces événements. Vous voulez terminer, conclure, allez-y. Les données sont publiques. Hein. Vous avez en France, ça a été publié par le Canard enchaîné. En Allemagne, ça a été publié par l'agence Reuters qui a confirmé tout ça. Hein. Ce sont des données publiques. Hein. Exactement. Ouais. Tout à fait. Bon, ben écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans de prochaines matinales de ce thème, de ce dernier thème, indéniablement. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, bonne fin de semaine, et puis à très vite sur Géopolitique Profonde, la matinale, qui va s'achever maintenant avec Raphaël Beslu, qui terminera justement la matinale aujourd'hui, en compagnie de son invité Xavier Coquille. Voilà, merci Thierry Messant. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir Nicolas.